Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux questions minières en Guinée, notamment au méga projet pour les blocs 1 et 2 de Simandou, un contrat bénéficié par la société minière de Bokeh, SMB Mining. Pour en parler, nous avons comme invité M. Ablay Keita, journaliste et consultant sur les questions minières. M. Keita, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour à vos auditeurs. Voilà. Alors, on s'intéresse justement à ce projet. Je veux parler de ce méga projet sur les blocs 1 et 2 de Simandou, bénéficié par la société minière de Bokeh. Parlez-nous-en notamment du contenu de ce contrat. Alors, pour l'instant, il est très tôt de parler du contenu du contrat. Ce qui est important de savoir, c'est que les blocs 1 et 2 sont officiellement revenus dans le portefeuille de l'État guinéen. Après tous les bruits qu'il y a eu autour, n'est-ce pas, de ces blocs, notamment qui étaient détenus par le magnat, n'est-ce pas, de BSGR, y compris Valais. Donc, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'effectivement, la SMB a été retenu adjudicateur provisoire de ces blocs à partir du 4 juin, ce à l'issue du 12 novembre 2019, c'est à l'issue d'un appel d'offres qui a été organisé par l'État, par le gouvernement guinéen, où il y avait eu 3 sociétés qui avaient acheté le cahier de charge. Et après quoi, 2 ont postulé. Finalement, la SMB est devenue donc l'adjudicateur provisoire de ce contrat. Et après que le Conseil des ministres, comme la loi l'autorise, ait donc donné le feu vert au ministre des Mines de signer la convention, cette convention a donc été signée récemment. Donc le contenu globalement, c'est que c'est un projet qui concerne l'exploitation de la plus grosse richesse du fer au monde, l'une des plus grosses, peut-être c'est bien le Simandou, bloc 1 et 2, par le consortium SMB. Et ce qui est aussi contenu dedans, c'est effectivement la réalisation du Transguinéen, le chemin de fer qui va lier près de 10 préfectures depuis la forêt jusqu'aux côtes guinéennes, notamment du côté de Fourikaria. Et puis, c'est peut-être en 2038, le doublement du chemin de fer et après une artillerie qui est prévue dans le projet. Oui. Alors, M. Keita, justement parlant de l'obtention, l'acquisition de ce contrat, est-ce que tous les critères ont été respectés par l'État et par la société SMB bénéficiaire du contrat? Ce qu'on sait déjà d'entrée de jeu, c'est que le contrat, l'appel d'offres a été ouvert, c'était un appel d'offres public, et on sait qu'il y a eu 3 sociétés qui ont acheté le cahier de charges. Au finish, 2 ont donc postulé, donc c'est un appel d'offres ouvert, j'ai envie de dire transparent, qui a permis à l'État de pouvoir juger laquelle des sociétés pourrait être détentrice du contrat. Je peux juste vous dire que sur les points qui ont pesé en faveur de la SMB, c'est que la SMB a mis dans son offre de prestations un montant, une volonté de réalisation immédiate du Transguinéen. C'est que la société concurrente n'avait pas mis forcément, elle avait dit, je peux vous prêter l'expression, nous nous engageons à chercher des partenaires qui pourront réaliser. Contrairement à la SMB qui dit, elle met immédiatement les moyens pour réaliser le Transguinéen. Donc, autre chose, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Transguinéen est devenu un argument pour la Guinée de pouvoir être un levier de développement économique et social important. Donc, pour la Guinée, c'était obligatoire, c'était impensable de réaliser le Simandou sans que le Transguinéen ne puisse, n'est-ce pas, se tenir. S'il vous plaît, on ne parle pas de 1 million, on ne parle pas de 2 millions, on parle d'un projet de près de 20 milliards de dollars. Oui. Donc c'est important qu'on ait des sociétés qui soient quand même capables, parce que l'autre contrepartie, c'est qu'on demande à l'État de pouvoir payer sa cote-part, mais la cote-part dans la réalisation, mais l'État n'avait jamais pu le faire. Cette fois-ci, la SMB qui décide donc à s'engager à réaliser, pour nous, c'est bien un contenu aussi important dans ce projet. Oui. Alors, M. Keita, justement, parlant aujourd'hui des avantages de ce projet, quelles vont être les retombées pour le citoyen lambda? Le citoyen lambda doit s'attendre à des revenus énormes en termes d'emploi. C'est une projection de près de 10 000 emplois directs initialement, qui pourraient donc augmenter. C'est une haute intensité de main-d'œuvre dans la réalisation du chemin de fer. C'est plus de 679 kilomètres de chemin de fer. C'est assez de main-d'œuvre, donc ce sont des revenus substantiels pour les jeunes qui pourraient avoir de l'emploi, notamment s'ils ont la qualification. L'autre retombée, c'est que vous savez, aujourd'hui, le code minier guinéen fait partie des codes miniers les mieux attractifs pour les collectivités, qui exigent des sociétés minières le paiement, par exemple, des 0,5%, n'est-ce pas, pour le FODEL. On sait bien qu'il y a l'ANATIC autour, n'est-ce pas, tout ce qui est mine.
Donc, voici des revenus. Il y a aussi les taxes supplémentaires qui seront payées pour les collectivités locales. Il y a donc la réalisation de projets sociaux à travers la responsabilité sociétale des entreprises, des postes de santé qui pourraient être réalisés, des écoles qui pourraient être réalisées, tout un ensemble de packages qui permet à toute entreprise de pouvoir, si vous voulez, s'intéresser au développement local. Ça sont les attentes. Maintenant, il y a aussi l'autre revers de la médaille. Hein. On ne peut pas que parler davantage. Oui. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je bondis là-dessus. Oui, des conséquences ou des inconvénients du projet. Bien entendu. Oui. Vous savez que les partenaires les partenaires guinéens qui viennent d'avoir ce projet sont des Chinois. Et a priori, les Chinois ne sont pas toujours reconnus comme des bons enfants, des bons élèves dans le cadre du respect du code de l'environnement. Oui. On peut craindre la pollution. Et vous savez que Simandou est proche donc du Nimba. Toute cette zone est potentiellement reconnue au niveau international comme étant des zones a priori riches de par sa flore et de par sa faune. Oui. Donc, est-ce que les études de faisabilité, est-ce que les études d'impact environnemental et social seront rigoureuses? Est-ce que l'État a le moyen de pouvoir s'assurer que l'entreprise qui bénéficie de ce contrat va exécuter, va s'intéresser carrément à ce volet environnemental et social qui est très important? Et d'ailleurs, au-delà, est-ce que la SNB fera un traitement qui est approximatif à celui que faisait Rio Tinto, que faisait Vale au niveau même du traitement des employés, contrairement à ce qui s'est passé à Bokeh au début, parce qu'on connaît bien la société? Oui. Voici un ensemble de craintes que moi, personnellement, je puisse formuler aujourd'hui, eu égard à ce projet. Mais j'ai envie de dire que tout dépend de l'État, tout dépend de sa volonté, tout dépend de son engagement et des moyens mis à disposition des cadres étatiques qui pourront donc permettre de veiller à ce que ce projet soit un projet de développement durable. Oui. Alors, Monsieur Keita, autre inquiétude, c'est par rapport bien sûr au contenu local. Nous savons le plus souvent la main-d'œuvre locale est importée par nos partenaires chinois. Est-ce que de ce côté, les mesures ont été prises afin que la main-d'œuvre locale soit quand même recrutée au pays, notamment au niveau des localités voisines? Malheureusement, c'est que nous ne faisons pas assez en Guinée, c'est la prévision. Nous ne faisons pas assez de prévision parce que pour développer un tel projet, il faille à l'amont pouvoir identifier le nombre d'emplois directs prévisionnels et même en fonction de ça, on aurait pu anticiper faire des formations certifiantes pour des jeunes Guinéens, des étudiants qui peuvent être recyclés, qui pourraient être efficaces dans le chemin de fer, qui pourraient être efficaces dans la conduite des locomotives, qui pourraient être efficaces dans le développement de l'histoire de Simandou. Mais on ne le fait pas assez. Je puis vous informer, j'ai eu cette information de sources sûres. Oui. La SNB a déjà fait assez de recrutement déjà à Kirwane, quelques-uns sur Kindia, quelques-uns sur Mamou. Tout l'axe qui va être traversé par le chemin de fer, ces jeunes recrutés sont en partie du côté de Bokeh, où est en train d'être réalisé 135 km de chemin de fer par la SNB entre Bofa et Télémilé. Donc ces jeunes seront les premiers employés directs de Simandou. Mais vous ne devez pas aussi oublier que Simandou n'est pas sorti du ciel. Simandou, déjà il y a le Rio Tinto, il y a les anciens travailleurs de Vale, il y a les anciens travailleurs de Rio Tinto, il y a une grosse main-d'œuvre qualifiée qui était déjà sur place. Je pense que si la SNB veut un projet durable, elle pourrait bien s'intéresser à identifier ces personnes et à savoir quels sont ceux qui sont intéressés à aller dans ce projet pour que le contenu local soit bien respecté. Parce que aussi, contenu local, c'est d'abord l'emploi, j'ai envie de dire. Oui. Mais au-delà, ce sont les biens et services. Et je reproche aux Chinois, globalement, le fait d'importer tout, même parfois les Kleenex, même parfois des balais, même parfois des serviettes. Il faudrait que l'État s'assure qu'à la base, qu'on ait mis des groupements de femmes dans la saponification, des groupements de jeunes, dans tous les services de métier dont l'entreprise a besoin pour les empêcher d'importer. Parce que la Chine, elle est très maligne. La Chine peut importer tout. À l'État guinéen, comme je l'ai dit au début, de s'assurer que, attention, nous avons mis les moyens, il y a des écoles d'art de métier, il y a des écoles de certification locale dans toutes ces régions qu'on peut bien utiliser pour que ces jeunes-là soient a priori les prioritaires dans les biens et services et dans les recrutements. Oui. Alors, autre inquiétude, M. Keita, c'est par rapport au respect du contenu du cahier des charges signé entre les partenaires et l'État guinéen. On a l'impression que le plus souvent, dans ces zones minières, les cahiers des charges sont loin d'être respectés par les partenaires chinois. Est-ce que de ce côté, il y a eu des garanties? Bon, cahier de charges, peut-être il faut être un peu plus précis sur quel volet du cahier de charges. Globalement, je le dis à décharge, hein, ou je fais l'avocat du diable. Oui.
Vous prenez un directeur préfectoral des mines, un directeur préfectoral de l'environnement, un directeur régional ou même régional de l'environnement ou des mines, qui n'ont même pas une moto de service, qui n'ont pas un vélo, qui n'ont pas un véhicule, et ce sont les garants de l'État dans le suivi quotidien de l'exécution de tout projet minier qui se passe à l'intérieur. Donc si l'État ne se donne pas les moyens pour permettre à ces gens-là de pouvoir avoir les moyens de la politique de l'État, du gouvernement à surveiller ces projets, et que la Caisse nationale de sécurité sociale s'assure que tous les employés sont sécurisés, que la guide et tous ceux qui entrent, parce que les mines qui parlent de mines parlent d'un projet connexe, c'est l'ensemble de tous les secteurs de vie d'une nation. Voyez-vous? Donc si l'État ne met pas les moyens, ma foi, toutes les sociétés minières ont pour première vocation de se faire des profits. Oui. Donc toute opportunité de faire des profits, parfois même en violation des principes de la loi, pour moi, ces sociétés pourraient bien profiter si l'État ne se réveille pas, parce que les sociétés minières ne doivent pas être plus conscientes du rôle de l'État que l'État lui-même. Malheureusement, c'est ce qui se passe à plusieurs endroits du pays, mais j'ose espérer que ce projet-ci, qui n'est pas un projet qui est tombé du ciel, qui est un projet de plus de 20 ans, de près de 30 ans de rêve de tout Guinéen, je pense que la société pourra être responsable, suffisamment responsable, pour faire en sorte que sa politique, ses engagements soient respectés. Parce que si cela n'est pas fait, ce n'est même pas l'État qui va d'abord réagir. Attendez-vous les prochains jours à des réactions communautaires, à des réactions populaires, à des réactions des populations impactées par les projets qui pourront immédiatement dénoncer des dysfonctionnements au niveau de l'installation du projet. Très important. Alors, M. Keita, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On vous retrouve dans un court instant. C'est la semaine dernière que l'État guinéen a signé la convention d'exploitation des blocs 1 et 2 de Simandou avec la SMB. Une convention qui permet, selon ce spécialiste, des questions minières de se frotter les mains. Convention. Et formellement, il faut dire que déjà c'est quelque chose qu'on peut apprécier dans la mesure où c'est une manière encore d'accroître les investissements étrangers directs dans notre pays. Et ça va permettre un peu de faire la diversification de la production minière en Guinée. C'est-à-dire, vous savez que plus de la moitié de la production minière de la Guinée est axée sur la bauxite. Donc nous allons reprendre la production du fer qu'on avait entamé en 2012, malheureusement qui s'est arrêté avec le projet Forécaria Guinée Mining. Depuis 2010, l'État a signé plusieurs contrats miniers dans le cadre de l'exploitation des ressources minières en Guinée. Face à cette situation, Amadouba invite les autorités à mettre l'accent sur le respect du code de l'environnement. L'impact écologique sera énorme. C'est pourquoi il revient à l'État de faire, disons, d'être proactif avec le service de l'environnement chargé de gérer le projet, c'est-à-dire le BGE, d'être très rigoureux sur les études d'impact et les mesures de correction, les mesures d'atténuation et d'évitement qui seront proposées par le projet. Lors de sa récente sortie médiatique, le ministre des Mines a indiqué que la Guinée pourrait engranger des ressources directes d'une valeur ajoutée de 15,5 milliards de dollars sur la durée de la convention qui est de 25 ans. Nous entamons la deuxième et dernière partie de cet entretien avec bien sûr notre invité au bout de fil. Il s'agit de M. Ablay Keita, journaliste et consultant sur les questions minières. M. Keita, vous êtes là? Allô? M. Keita, vous êtes là? Alors, l'émission se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Ablay Keita. Il est bien sûr journaliste et consultant sur des questions minières en République de Guinée. Vous le savez, le débat est aujourd'hui concentré sur ou axé. Alors, M. Keita, vous êtes là? Oui. Alors, on continue. Nous entamons la deuxième et dernière partie de cet entretien. Vous avez suivi, j'espère, ce reportage. Est-ce qu'aujourd'hui, le moment est opportun de se frotter les mains après la signature de ce contrat? J'ai fait récemment une tribune titrée « La Guinée enfin maître de son destin ». Pour tout Guinéen conscient, le développement et la diversification, comme l'a dit mon frère Amadouba, d'un projet minier, l'investissement globalement des fonds étrangers dans notre pays est une opportunité à saluer. Oui. Franchement, il faille savoir que l'investissement de près de 14 milliards de
de dollars américains dans notre pays, franchement, c'est un acquis, c'est une opportunité, c'est un élan de développement qui peut être engagé s'il y a de la bonne gouvernance. Oui. Maintenant, Alors, vous avez écouté les craintes de Amadouba. Oui. Ce sont des craintes légitimes de tout Guinéen de s'inquiéter sur le futur. Aujourd'hui, l'exploitation elle est présente. Quels sont les fonds qui vont être engrangés? Qu'est-ce que l'État pourra mettre en place pour un développement durable? Oui. Qu'est-ce que les futures générations pourront en profiter? Voici des questions sur lesquelles aujourd'hui la société civile, l'État, pourrait bien s'intéresser à discuter là-dessus. Oui. Mais le projet pris intégralement, en tant que Abdoulaye Keita seul, j'en assume, je voudrais saluer la capacité de l'État à pouvoir négocier un tel projet pour son démarrage immédiat et au bénéfice de tous les Guinéens. Oui. Alors, M. Keita, peut-être une avant-dernière question. Ce contrat a été salué par la plupart des observateurs, mais aujourd'hui, quelle est sa particularité par rapport à ce qu'on a connu dans le passé au pays? La particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a des partenaires qui sont les acheteurs du fer. La Chine est le pays qui fait le plus de demandes au monde, oui, en termes de minerais, en termes de matières premières. Donc, si ce sont eux qui sont derrière le projet, donc qui y investissent des ressources suffisantes, pour nous, c'est une façon de dire, pour moi, c'est une façon de croire en la réalisation possible de ce projet. Ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est que c'est une société qui vient dans un contexte qu'elle ne connaît pas. La société SMB est beaucoup plus connue dans la bauxite. Mais je voudrais faire une confidence en public. Oui. C'est que quand la SMB s'est annoncée en 2015, 2014, on entendait les rumeurs. En 2015, elle s'est annoncée à Bokeh. Je n'y croyais pas. Personnellement, je le dis aujourd'hui. Parce que je ne pensais pas, de ma petite formation en géologie et en mine, le développement d'un projet minier, on pourrait prendre 5, 6, 7 ans. Mais la société a pris en une année, parfois, on va dire en biaisant quelques étapes juridiques, réaliser, n'est-ce pas, son projet. Donc, de ce même dynamisme et des moyens financiers que dispose la société, contrairement à des sociétés qui vont sur les marchés internationaux, lever des fonds, chercher des financements, la société met sur table aujourd'hui un fonds immédiat de près de 6 milliards. Donc, je m'inspire de ça pour croire que c'est un projet particulier qui a des ressources techniques, qui a des ressources financières et qui pourra au plus vite lancer le projet. Parce que Rio Tinto, je me méfie de le dire, mais Rio Tinto, pour moi, a été des sociétés qui ont menti pendant des années à la Guinée, qui ont vendu des illusions à la Guinée, qui se sont d'ailleurs enrichis sur le dos de la Guinée en levant des fonds ailleurs, mais qui n'ont jamais été réellement investis dans notre pays. Alors, vraiment, cette société chinoise qui sont hyper pragmatiques. Alors, autre inquiétude, M. Keita, c'est par rapport à ce que vous venez d'évoquer, vous l'avez mentionné, la SMB est spécialisée dans le domaine de la bauxite, mais cette fois-ci, c'est dans le domaine du fer. Est-ce que le produit sera de qualité comme le souhaitent certains partenaires? Quand je le dis, c'est de façon juridique, c'est qu'ils ne sont pas connus dans une histoire ancienne, il n'y a pas dans leur CV antérieur, l'expérience dans le fer. Oui. Même en venant dans la bauxite, c'est sûr qu'ils ne connaissaient pas bien la bauxite. Mais pour développer un tel projet, il y a un volume important de sciences, il y a un volume important de technologie, il y a un volume important de finances. Puisqu'ils ont certainement ces finances, puisqu'ils ont certainement la capacité, étant avec la Chine, d'avoir l'expertise scientifique, oui, je suis sûr et certain que de la même façon ils ont accéléré dans le projet de bauxite, ils pourraient bien s'entourer. À titre d'exemple, j'apprends que la société qui réalise le chemin de fer, c'est la société chinoise CRCC, sans vouloir faire de publicité, mais c'est la même société qui avait fait les études pour Rio Tinto dans le passé, qui devrait réaliser le chemin de fer pour Rio Tinto, qui réalise aujourd'hui, qui doit réaliser aujourd'hui normalement le chemin de fer pour la SMB. Pour vous dire que ce sont les multinationales et qui utilisent les mêmes expertises, il suffit juste d'avoir des moyens qu'il faut, et d'avoir les adresses qu'il faut, et comme collé à la première réponse, la Chine, c'est le premier demandeur de matières premières au monde, et la Chine, c'est le premier consommateur de matières premières. Donc, je pense que la Chine pourra se doter des moyens techniques, des moyens financiers pour développer ce projet Simandou. Oui. Alors, rapidement, une dernière question. Est-ce que, avec le plus souvent le non-respect de certains cahiers de charges, nous savons que ça pète souvent au niveau des zones minières avec les communautés. Est-ce que nos partenaires chinois sont aujourd'hui prêts à respecter le cahier de charges? Je ne crois pas avoir bien compris votre question, mais vous inquiétez sur... J'ai dit des inquiétudes par rapport au respect du cahier des charges avec les communautés. Le plus souvent, nos partenaires chinois ont du mal à respecter le cahier des charges. Est-ce qu'aujourd'hui, des garanties ont été faites afin d'éviter ce qu'on appelle agissement dans ces zones minières?
Pas une réponse mécanique là-dessus. Je sais juste que les études vont être réalisées désormais à partir du moment où la convention elle est signée. Elle doit être ratifiée par l'Assemblée nationale. Les études de faisabilité réelle doivent être réalisées pendant les 30 prochains mois par la SNB pour savoir quelle est la quantité qu'il va falloir exporter, quelle est la quantité qui sera vendue, qu'est-ce qui rentre dans les paramètres de construction. Parce que tout ce qui a été fait, pour l'instant, pour moi, ce sont des hypothèses. À partir de là, nous saurons quelle est la part de la communauté. Mais déjà, dans le code minier, les parts des communautés sont établies par la loi. Mais il ne faudrait pas qu'on se trompe aussi. Vous savez, dans les zones minières, il y a des problèmes légitimes des populations, il y a des préoccupations majeures de santé, de bien-être, de mieux-être. Mais attention, il ne faudrait pas que les communautés substituent le rôle de l'État à celui des entreprises minières. Voyez-vous, à Bokeh, où nous vivons le plus souvent, on a des revendications pour l'accès au courant, on a des revendications pour l'accès à l'eau, on a des revendications pour les bonnes routes. Mais tout ceci, ce sont des engagements premiers d'abord de l'État. Ce n'est pas une entreprise minière de le faire. Donc il faudra bien faire d'abord la différence entre le rôle de l'État, celui des entreprises minières et celui même des communautés. Parce que les premiers bénéficiaires d'un tel projet, s'il est bien fait, s'il est bien réalisé, s'il suit un bon... Le premier bénéficiaire s'appelle la communauté. C'est elles qui ont l'impact d'abord direct. Bokeh en 2010 et Bokeh en 2020, je le témoigne en tant que citoyen résident, ça a changé. Parce que les autorités minières sont venues, parce que les logements ont été construits, parce que les routes ont été élargies, parce que. Mais si l'État, en amont, ne garantit pas encore une fois, d'abord sa force de pouvoir contrôler avec efficacité l'exploitation minière, si l'État ne met pas les moyens qu'il faut pour redistribuer les ressources qu'il perçoit d'un projet pour réinvestir dans le développement local, heureusement que le FODEL a commencé. Bokeh a reçu récemment 40 milliards. Sigiri en a reçu 80 milliards. Kerouané, Beila, qui abrite Simandou, vont recevoir très bientôt autre chose après que l'exploitation ait commencé. Mais retenez que dans les 5 prochaines années, ce sera que de l'investissement. L'entreprise n'a aucun profit, n'a aucun bénéfice. Il tire de l'argent d'ailleurs, et ses ressources internes, pour investir dans la construction. 679 km de chemin de fer à réaliser, ce n'est pas en une journée. C'est bien assez d'énergie, c'est bien assez de ressources. Donc, je pense que les communautés pourront être un peu impatientes de voir immédiatement un développement. J'aime à le dire que le développement, il ne se décrète pas, il se construit. Donc, l'État doit pouvoir immédiatement anticiper dans la communication, dans l'information, afin de permettre à la société de pouvoir mieux s'installer, bien s'installer et de respecter ses engagements vis-à-vis des communautés, vis-à-vis de l'État, et que l'État redistribue immédiatement tout ce qui revient aux communautés bénéficiaires. Monsieur Ablay Keita, journaliste et consultant sur les questions minières, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est un plaisir. Alors, aimables téléspectateurs, comme vous l'avez compris, on avait comme invité M. Ablay Keita, journaliste et consultant sur les questions minières. Et ainsi prend fin justement cette émission. Merci à toute l'équipe de la régie pour des efforts consentis pour la réussite de ce autre numéro de Starcom. Nous vous souhaitons une fois encore une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Prenez soin de vous et surtout, continuez à vous laver régulièrement les mains dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À bientôt.